Dis donc Salomé, tu savais qu'on pouvait s'inspirer de la nature pour créer des technologies durables? Ce sera un sujet intéressant pour le printemps des sciences, non? Allez Marcel, direction l'avenir, on va parler de biomimétisme. El biomimétisme. Biomimétisme. Le biomimétisme. Le biomimétisme. En faisant du biomimétisme, on ne regarde plus la nature comme de la matière première à consommer, mais comme une source infinie de savoir. Les formes, les matières, les systèmes, les relations, absolument tout est source d'inspiration. Il suffit d'un grain de curiosité. En Belgique, l'accès à l'eau est super simple. D'ailleurs, notre consommation moyenne est de 95 litres par personne par jour. C'est énorme! Et ouais, sans blague. Mais dans les pays dont l'accès à l'eau est limité, des technologies inspirées de la nature sont déjà utilisées. Dis donc Robin, tu pourrais nous donner un exemple? Bien sûr, laisse-moi te présenter ce petit prodige d'adaptation évolutive, le scarabée du désert du Namib. Dans ces climats arides, les populations locales ont dû s'adapter au manque d'eau. Et notamment, une des seules sources d'eau est l'eau présente dans le brouillard. Cette carapace cache en réalité un ingénieux système pour justement récolter cette eau du brouillard. Pour comprendre comment elle fonctionne, il faut savoir que la matière peut réagir de deux façons différentes à l'eau. La première manière est de manière hydrophile. Cela veut dire qu'elle va réagir avec l'eau et pouvoir faire des échanges avec elle. L'autre option est de manière hydrophobe. Dans ce cas-ci, l'eau ne va pas établir d'affinité avec la matière, elle ne va donc pas réagir et il ne va pas y avoir d'échange. C'est cette dualité que va utiliser la carapace du scarabée pour pouvoir récolter cette eau. Comme vous pouvez le voir ici, il y a différentes piques qui sont toutes hydrophiles. Du coup, lorsque le scarabée sera plongé dans un brouillard épais, notamment la nuit, les piques du scarabée vont récolter l'eau, les gouttelettes vont s'amasser et glisser le long de la paroi pour arriver justement à cette grande carapace qui, elle, est hydrophobe, qui donc, je le rappelle, va repousser l'eau. Les gouttelettes vont donc du coup tomber le long de la pente et arriver jusqu'à la bouche du scarabée où il va pouvoir se nourrir. Quel animal fascinant! Mais comment pouvons-nous nous en inspirer pour améliorer notre quotidien? Eh bien, dans des grandes villes qui utilisent une forte abondance d'eau, ce système risque de ne pas pouvoir subvenir à tous les besoins. Cependant, dans des villages plus retirés et au climat aride, des structures similaires à la carapace du scarabée ont déjà vu le jour. Le principe reste le même, des tiges hydrophiles qui captent l'eau du brouillard et des plaques hydrophobes qui l'acheminent jusqu'à un bassin de collecte. Bien sûr, à une échelle bien plus grande que celle de notre mignon petit scarabée. Une structure ici que vous pouvez voir, de 40 mètres carrés, peut produire plus ou moins 200 litres d'eau par jour, ce qui correspond à une grosse baignoire. Fantastique! Merci Robin! Nous sommes actuellement dans une salle de culture. Ces plantes sont magnifiques. Elles utilisent le processus de photosynthèse pour synthétiser de la matière organique à partir d'énergie lumineuse. Et quoi? On pourrait pas utiliser de l'énergie solaire et s'inspirer des plantes pour faire quelque chose nous aussi? Bien sûr que oui Bart! Ce sont les panneaux solaires! L'énergie solaire, une source d'énergie quasiment illimitée dont l'homme essaie d'exploiter à son maximum. Aujourd'hui, il existe différentes technologies pour venir récupérer cette énergie. Nous, on va donc s'intéresser aux panneaux solaires photovoltaïques. Tout comme la photosynthèse, les panneaux solaires absorbent les rayons lumineux pour produire une nouvelle énergie. Une énergie exploitable par l'être humain qui est l'électricité. Le panneau photovoltaïque est constitué de plein de petites cellules photovoltaïques. Chacune de ces cellules est constituée de 2 couches de silicium. Le silicium étant un atome présentant 4 électrons sur sa couche de valence. Pour obtenir un courant électrique, donc une circulation d'électrons, on va venir doper le silicium. Le dopage est un processus qui consiste à obtenir une couche avec un excès d'électrons et une couche avec un déficit d'électrons. Pour réaliser cela, dans notre couche N, on a ajouté des atomes de phosphore. Le phosphore étant un atome présentant davantage d'électrons que le silicium. Dans notre couche P, cette fois, on ajoute des atomes de bore. Le bore, lui, présente un nombre d'électrons inférieur à celui du silicium. Au contact des deux couches, les électrons libres du phosphore vont être attirés par le bore. On observe ainsi une migration d'électrons du N vers le P. Cela entraîne une zone chargée positivement dans la couche N et une zone chargée négativement dans notre couche P. On obtient ainsi un champ électrique entre les deux couches, appelé la jonction PN. Ce champ électrique
entraîne les électrons plus que dans un seul sens, du P vers le N. Lorsqu'on expose notre panneau photovoltaïque au soleil, le rayonnement solaire va venir arracher les électrons du silicium. Ces électrons deviennent donc libres et vont être attirés par la couche N causée par le champ électrique. On se retrouve donc avec une accumulation de charges de signes contraires dans deux compartiments différents, comme une pile. Il suffit donc juste de relier ces deux couches par un fil conducteur pour obtenir un courant continu. Bah dis donc Bart, qu'est-ce qui t'arrive? Il fait vraiment chaud dans ce bâtiment. Avec tout ce qu'on vient de voir, il n'y a pas une solution pour ça? Mais oui, écoute, les termites ont déjà résolu ton problème. Ce sont des insectes vivant en colonie dans des termitières, des grandes constructions faites de terre et de végétaux semblables à de grandes cheminées. Elles se nourrissent d'un champignon appelé Termitomys qui ne peut survivre à des températures que de 27 degrés plus ou moins. Ainsi, les termites vivant dans des climats arides, elles sont obligées de créer un système de ventilation très ingénieux. L'air extérieur rentre dans la termitière par des conduits situés à la surface du sol. Ces conduits entraînent l'air jusqu'aux nappes phréatiques, creusées en profondeur par les termites. Au contact des nappes phréatiques, l'air est refroidi et est redirigé vers la meule. La meule est le centre de vie des termites, là où la chaleur de leur activité va peu à peu réchauffer cet air froid. Il faut savoir que l'air chaud s'élève tandis que l'air froid descend. On va donc avoir un air qui se réchauffe petit à petit et qui va donc monter dans la cheminée centrale jusqu'à être expulsé de la termitière. Cette sortie d'air va permettre un appel d'air aux entrées de la termitière. On va donc avoir un cycle d'air continu qui va permettre la thermorégulation de la termitière. Impressionnant! Mais dis-moi Pauline, comment nous les humains pouvons-nous nous en inspirer? Effectivement, j'allais justement y venir. Il existe un bâtiment au Zimbabwe fonctionnant sur le même principe que la termitière. Ce bâtiment est composé de deux immeubles reliés par un toit en verre. Les bâtiments comprennent un étage inférieur où se trouvent des ventilateurs qui permettent la circulation de l'air, plusieurs étages de bureaux, un conduit central agissant comme une cheminée et le toit permet l'expulsion de l'air chaud. Les étages de bureaux sont constitués d'un double plancher creux contenant des pics de béton. La nuit, ces pics de béton sont refroidis par l'air frais. La journée, l'air est dirigé de l'atrium vers ces planchers creux où il est rafraîchi par les pics de béton. Cet air est ensuite dirigé dans les pièces des bureaux où il va lentement être réchauffé par l'activité humaine. Cet air chaud remonte ensuite vers le plafond où il est dirigé vers le conduit central agissant comme une cheminée et est expulsé. C'est le principe de la termitière. Ah, la nature est fascinante, n'est-ce pas? Les systèmes que l'on y trouve évoluent depuis des millions d'années et proposent une palette de solutions pour se sortir des catastrophes que nous avons nous-mêmes orchestrées. Le monde d'aujourd'hui ne tourne pas rond et doit être bousculé. En fait, le biomimétisme n'est pas seulement une façon de trouver des idées, c'est une philosophie et même un mode de vie en collaboration avec la nature. Si la ville de demain devient biomimétique, nous verrons la vie en rose, ou plutôt en vert.